Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui fait partie du module M0 du parcours de référent en identitovigilance et qui va vous parler, sans rentrer dans tous les détails, puisqu'après on va décliner les thématiques dans des modules spécifiques, d'identitovigilance, d'INS, Identité nationale de santé, et évidemment du référentiel national d'identitovigilance, le RNIV. Alors, le temps, vous êtes nombreux à vous être inscrits à cette session. Pour l'instant, vous êtes à peu près un tiers de connectés. Le temps de laisser aux retardataires le temps de se connecter. Je vous rappelle les bonnes pratiques. Vous devez sûrement avoir l'habitude maintenant. Donc, avec cet outil de webinaire, vous ne pouvez pas ouvrir votre micro, mais n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Moi, je les vois et j'y réponds soit en temps réel si ça se prête, si ça s'y prête, si on est en train de traiter ce sujet-là, soit on a prévu des temps de session questions-réponses. Le support de présentation, vous l'aurez dans l'espace collaboratif Griffe de l'Agora Social Club. C'est un espace privé, donc il faut s'inscrire à l'Agora et demander ensuite l'adhésion à l'espace Griffe. Sophie vous met dans le chat un tutoriel pour demander une inscription à l'Agora. Et quand vous allez demander votre inscription dans le Griffe, en règle générale, en moins de 24 heures, on vous accepte, sauf si vous le demandez le samedi, par exemple, ça sera accepté le lundi. Si vous êtes plusieurs autour du même ordinateur pour assister à cette formation, et afin que les participants puissent recevoir le questionnaire de satisfaction et le quiz d'évaluation des connaissances, transmettez-nous le nom, prénom, fonction, établissement et adresse mail de chaque participant à grive@ies-sud.fr. Alors, je vous disais, ce module M0 s'inclut, c'est le module initial du parcours de référent en identitovigilance. Bien sûr qu'on peut assister à tous nos modules en grappillant selon ses centres d'intérêt sans suivre l'ensemble du parcours, mais nous proposons depuis janvier dernier 2 parcours de formation de référent en identitovigilance, pour les établissements de santé, l'autre pour les structures non hospitalières. Vous voyez les précisions sur la diapositive, je vous laisse en prendre connaissance. Sachez que j'avais réalisé une petite présentation de ce parcours, donc c'est disponible en replay, vous aurez le lien sur le support pour vous expliquer les objectifs, le contenant, etc. Si vous êtes inscrit dans le parcours pour valider, il faut obligatoirement réaliser les quiz d'évaluation des connaissances dans les 15 jours qui suivent la formation et obtenir plus de 80%, enfin au moins 80% de bonnes réponses. Et sachez qu'avec cet outil, nous pouvons évaluer la part de temps du webinaire auquel vous assistez. Si vous avez assisté à 50% du webinaire, 80% du webinaire, et forcément pour valider, il faut avoir assisté au moins à 90% de chaque module. Voilà. Donc aujourd'hui, notre module M0, et nous allons commencer sans plus attendre. Les retardataires prendront tout ça en cours. Voilà. Donc, on va parler d'identitovigilance, faire un gros focus sur le référentiel national d'identitovigilance, quelques éléments clés, mais macroscopiques, sur l'identité numérique, l'identité nationale de santé, une présentation du téléservice INSI et quelques rappels sur comment mettre en œuvre le projet de déploiement de l'INS et de peuplement des bases avec des INS qualifiés. C'est une partie qui pourrait sembler obsolète, puisque probablement que vous appelez tous, pour ceux qui sont concernés, le téléservice INSI depuis plusieurs mois. Cependant, il y a quand même des points d'attention parce qu'il y a des étapes à respecter, et si vous n'avez pas respecté cette étape, vous serez en difficulté pour atteindre de bons taux de qualification, et probablement que vous savez que nous sommes dans la période de candidature pour le programme d'incitation aux usages Open 2, que dans ce programme, il y a un objectif qui s'appelle P1O1 et qui s'appelle taux de qualification de l'INS, et que pour obtenir le financement, il faut atteindre un taux de qualification de 80%. Voilà.
Donc, on commence sans plus attendre avec quelques définitions sur l'identitovigilance. Alors, qu'est-ce que l'identitovigilance? L'identitovigilance, c'est toute l'organisation et les moyens qu'on va mettre en œuvre dans chaque structure pour fiabiliser l'identification de l'usager et de ses données à toutes les étapes de sa prise en charge. Quand on dit à toutes les étapes, c'est l'accueil, et à ce moment-là, on va parler de gestion de l'identité numérique, mais c'est aussi au cours des soins. Aujourd'hui, malheureusement, l'identitovigilance n'est pas une vigilance réglementaire. C'est dommage, on fait beaucoup de lobbying auprès du ministère de la Santé depuis 3 ans, mais pour l'instant, on n'a pas pu avancer sur ce sujet, en particulier parce que pour la rendre réglementaire, il faut une nouvelle loi sur le système de santé et que cette loi, elle n'est pas prévue encore dans les tuyaux. Alors, bon, on fait toujours du lobbying en se disant peut-être que pour la prochaine loi, ils y penseront. Alors, l'identitovigilance, on la sépare classiquement en 2 sous-thématiques. L'identification primaire, qui concerne la gestion de l'identité numérique de l'usager, la création dans un système d'information, la modification d'une identité, l'attribution d'un niveau de confiance. Donc, un niveau de confiance, c'est est-ce que l'identité est validée, est-ce qu'elle est qualifiée? On va voir plus en détail ce que ça signifie. Et ça concerne également le maintien de la qualité de cette base patient. D'accord? C'est-à-dire que ça concerne toutes les opérations, toutes les organisations qui sont mises en œuvre pour maintenir la qualité de la base, s'assurer que les identités sont riches, sont complètes, sont justes, s'assurer qu'il n'y a pas de doublons. L'identification secondaire, c'est l'autre pan de l'identitovigilance. Ça consiste ça regroupe en fait tous les moyens, tout ce qu'on va mettre en œuvre pour s'assurer à chaque étape du parcours de soins qu'on va réaliser le bon soin, le bon accompagnement au bon patient. Donc, les étapes, je vous en ai mis quelques-unes en exemple, hein. C'est l'administration médicamenteuse, c'est le prélèvement biologique, c'est la réalisation d'un examen d'imagerie médicale, ça peut être un transport, hein. Je dois envoyer un patient, un résident, si je suis en établissement médico-social, vers un professionnel de santé ou une structure de santé extérieure à ma structure, ben, je vais bien m'assurer que je vais confier au brancardier, confier au transporteur, à l'ambulancier, au préhospitalier, le bon patient et qui va arriver dans l'établissement ou chez le professionnel où il est attendu. Et donc, ça veut dire qu'à chaque étape, à chaque fois que je vais faire quelque chose, je dois vérifier la concordance entre l'identité de l'usager, l'identité réelle, et l'identité qui est présente sur les documents de prise en charge. Alors, l'erreur d'identité, c'est vraiment un risque majeur. On pourrait passer 2 heures et je pourrais vous raconter plein d'anecdotes. Moi, ça fait 15 ans que je m'occupe d'identitovigilance. Je fais un petit peu de veille bibliographique en plus. J'ai vu des événements indésirables dans les établissements où j'ai travaillé. Donc, je pourrais passer 2 heures à vous parler d'événements indésirables. Bon, évidemment, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, j'ai sélectionné quelques événements indésirables un peu marquants, forcément des choses avec des conséquences qui sont dues à des erreurs d'identification primaire ou à des erreurs d'identification secondaire. Pour vous montrer que même quand on parle d'identification primaire, de gestion d'identité numérique, de gestion d'identité sur un dossier, une erreur à ce niveau-là peut avoir des conséquences sur les soins. Et vous voyez qu'en 1991 à Lyon, malheureusement, une secrétaire inverse de dossier et une patiente qui venait pour un suivi de grossesse subit une interruption de grossesse parce qu'on l'a confondu avec une autre patiente qui venait pour un retrait de stérilet au bloc opératoire. Aux États-Unis, à Chicago, la présence de doublons de dossiers dans un système d'information hospitalier fait que le médecin qui prend en charge le patient ne dispose pas de l'ensemble des informations, administre à la personne un médicament auquel il est allergique et cette personne fait 3 mois de réanimation. Et plus près de nous, hein, en 2019 à Marseille, une patiente non communicante, et là c'est une erreur de transfert de structure, une erreur de transfert de dossier. La structure qui adresse la malade, hein, c'est un EHPAD, quelqu'un est tombé, la dame a un fracas de la face, donc elle n'est pas du tout communicante.
On confie aux ambulanciers, enfin aux marins-pompiers, en fait, le dossier avec la patiente, sauf qu'on a pris le dossier du voisin de chambre. Et on prend en charge cette dame qui va quand même finir au bloc opératoire, au moins au début de la prise en charge, sous l'identité de sa voisine de chambre. En identification secondaire, évidemment, les événements indésirables sont beaucoup plus fréquents et ils ont plus fréquemment des conséquences graves. Donc, je vous ai mis 3 exemples. Les bébés échangés, ça parle beaucoup en région PACA, en 1994, avec une découverte de la chose très tardive, 10 ans après, et qui va aboutir à un procès, où l'établissement sera condamné à verser des dommages et intérêts aux 2 familles, mais indépendamment des problèmes financiers d'établissement, ces 2 familles, il y a eu des conséquences vraiment majeures sur tous les membres de ces familles, que ce soit les parents et les 2 bébés qui avaient été échangés. En 2013, un brancardier, on est encore sur du transport, se trompe de chambre, il prend le mauvais patient, il l'amène en imagerie, donc du coup en imagerie on fait l'examen au patient A, mais on met l'identité du patient B. Derrière, il y a une anomalie majeure. On rend l'examen au médecin qui adresse pour une opération en urgence le patient A, donc celui qui n'a pas d'anomalie finalement, et qui est opéré alors que ce n'est pas lui qui a l'anomalie. Et en Suisse, en 2007, cette fois-ci, une erreur d'identification de prélèvement, prélèvement d'anapathe, il y a une biopsie qui est faite, on le met dans un tube qui n'a pas été identifié, mais qui contenait déjà la biopsie d'une autre patiente. Et puis, vous savez, les biopsies, c'est tout petit. Donc, c'était un tube qui avait traîné suite aux consultations et aux actes de la veille. Il y avait une biopsie dedans, il n'y avait pas d'étiquette sur le tube. Donc, le lendemain, on arrive, on voit ce tube vide sur la paillasse, parce qu'il avait l'air vide. On s'en sert pour la patiente suivante. Et là, on conclut à un cancer extrêmement agressif. Et cette patiente du lendemain a une double mastectomie, alors qu'elle n'a finalement rien du tout. On s'en aperçoit comment? Parce que quand on fait une exérèse, on fait de l'anapathe en extemporané, et puis elle a des seins complètement sains. Voilà, c'est le cas de le dire. Voilà pour ces petites... ce petit rappel d'événements indésirables. Tout ça, c'est pour vous convaincre, mais j'espère que vous l'êtes déjà et que vous n'avez pas besoin de moi, que c'est extrêmement important d'organiser l'identitovigilance pour limiter le risque d'erreur. Le risque d'erreur, il n'existe pas. On met des barrières, on essaie de le maîtriser, on essaie de diminuer sa fréquence. Donc, on ne sera jamais à 0 erreur. Pas aujourd'hui avec les moyens qu'on a aujourd'hui, mais par contre, il faut travailler à limiter le risque. Voilà. Et alors, quand je vous dis erreur d'identité égale risque majeur, ça, c'est pas la perception de tout le monde, parce qu'on ne trouve que ce que l'on cherche. Et si on ne s'intéresse pas, si on ne fait pas d'enquête, si on ne recueille pas les événements indésirables, on n'a pas l'impression qu'il y a des problèmes. Et d'autant plus que seules les erreurs les plus graves sont médiatisées. Tout le reste, elles sont pas obligatoirement médiatisées et probablement pas déclarées ou sous-déclarées. Si les établissements si les professionnels n'ont pas une culture de sécurité des soins suffisamment développée. Et en identitovigilance, les erreurs sont le plus souvent d'origine humaine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il existe encore peu, ça commence à arriver, mais il existe encore peu de mécanismes de contrôle, un peu avec des contrôles automatiques, informatiques, en tout cas, qui ne font pas appel à l'humain pour s'assurer de la cohérence entre le patient qu'on prend en charge et le dossier dans lequel on va le mettre, par exemple. Et vous voyez sur cette diapositive que j'aime beaucoup et que je projette dans beaucoup de modules, que vous lisez parfaitement bien ce petit paragraphe, parce qu'une fois qu'on a appris à lire, on sait lire, on ne fait plus béaba, béobo, etc. Le cerveau, il photographie. S'il y a les bonnes lettres, à peu près le bon nombre, la première lettre est la bonne, la dernière est la bonne, on interprète. Mais ça veut dire que quand on va lire une identité, quand on va regarder des résultats de recherche d'identité dans un dossier, il faut le faire extrêmement consciemment, avec beaucoup d'attention, parce qu'on pourra tout à fait très rapidement inverser 2 noms qui sont proches ou 2 prénoms qui sont proches. Moi, j'ai un exemple réel, un cas réel, où on avait, c'était le labo, il y avait 2 patients qui avaient le même nom.
on n'avait pas utilisé la date de naissance pour la recherche, ce qui est pas bien, hein, mais c'était il y a 10 ans, donc les gens étaient moins formés, et puis surtout, on n'avait pas le RNIV, hein, donc chacun faisait un peu à son idée, enfin ce qu'il pensait être bien. On n'avait donc pas utilisé la date de naissance, et on avait 2 patients, durant Rennes et durant René. Eh ben, on a mis tous les examens biologiques de René dans le dossier de Rennes. Et on s'en est aperçu comment? Eh ben, parce que le monsieur qui prenait en charge René, il a téléphoné au labo et il a dit, mais j'ai pas les résultats de mon patient. Et là, on a regardé dedans et on a dit, ah mais ben, on n'a pas eu de bilan. Et le médecin il a dit, mais si, je vous ai envoyé un bilan, j'en suis sûr, etc. Ben, reprend tous les tubes de la journée et on a retrouvé René. On a retrouvé René, hein, mais qui avait des étiquettes de labo à Rennes et qu'on avait mis dans le dossier de Rennes. Voilà. Alors, en France, malheureusement, on n'a pas de statistiques dédiées sur l'identitovigilance. Pourquoi? Parce que ça n'est pas une vigilance réglementaire, ça n'est pas suivi de façon spécifique sur, par exemple, le portail de déclaration des événements indésirables graves, hein, le portail national. Et donc, et souvent, une erreur d'identitovigilance a une conséquence sur un autre type de... une autre vigilance, pardon. Par exemple, sur la prise en charge médicamenteuse, ça va être déclaré dans les événements graves associés aux soins, etc. Ce qui fait que on n'a pas de statistiques vraiment globales. On voit des petites choses, hein, très récemment, c'était hier ou avant-hier, il est paru un document qui a été fait, alors c'est pas du tout sur le portail des événements indésirables graves, c'est une société d'assurance médicale qui a publié les résultats des dommages. Et dans ce qu'ils disent, ils disent, bah nous, dans toutes les interventions, ils se sont focalisés sur la chirurgie, hein, et ils disent, eh ben, en chirurgie, 3% des litiges, hein, on va dire, des contentieux, ils parlent en termes assurantiels, sont dus à une erreur d'identitovigilance. Donc on a cette petite information, c'est très intéressant, mais on est obligé d'aller picorer à droite, à gauche, et forcément, c'est plus compliqué. Et la HAS, quand elle l'analyse, hein, elle publie régulièrement des rapports sur les analyses des événements indésirables graves déclarés, ne le traite pas de façon spécifique non plus. Alors, les régions s'organisent un petit peu pour essayer d'avoir des données, et nous, on a la chance en PACA d'être très anciennement organisé en identitovigilance, d'avoir une ARS extrêmement sensibilisée à cette problématique, et on a mis en place un circuit qui fait que nous sommes destinataires des EIG déclarés, et ça nous permet de faire un petit peu de statistiques, mais pas que, hein, parce que le but, c'est pas que faire de la statistique, ça nous permet surtout, à la demande des établissements, voire sur sollicitation de l'ARS qui va dire à l'établissement, bah, ça fait plusieurs fois qu'il y a une erreur chez vous, on vous propose un accompagnement, c'est gratuit, est-ce que vous seriez d'accord pour être accompagné? Eh bien, on organise, on accompagne les établissements, pas tout seul, parce que je vous l'ai dit, hein, l'analyse de l'erreur d'identitovigilance, elle se traduit par une erreur de médicament administré, une erreur d'intervention chirurgicale, etc. Donc, on s'associe aux autres structures régionales d'appui, donc la structure régionale d'appui Pasquale pour l'amélioration de la qualité, l'OMEDIT, hein, l'Observatoire du médicament, on s'associe avec eux pour réaliser des accompagnements conjoints. Et ça nous permet, en termes statistiques, il y a quand même un intérêt, ça nous permet d'avoir un peu une idée de la fréquence et de faire des petites analyses sur les événements indésirables graves déclarés. Transmis au GRIF, parce qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas des trous dans la raquette et qu'on nous transmet 100% des événements indésirables graves qui concernent l'identitovigilance. Donc, ce qu'on voit en 2023, et puis début 2025, on vous travaillera sur l'analyse 2024, des EIG 2024, c'est que les 3/4 des événements indésirables qui concernent l'identitovigilance concernent des établissements et services médico-sociaux. C'est pas très étonnant parce qu'ils sont beaucoup moins matures. C'est pas qu'ils travaillent plus mal, hein, mais c'est surtout que pour eux, on a commencé à leur parler réellement d'identitovigilance en 2021 avec le RNIV. On va le voir pour le sanitaire, ça fait bien 15 ans au moins
qu'on s'occupe d'identito-vigilance. Donc forcément, les établissements de santé sont plus matures, plus organisés, et ils ont déjà réussi à mettre des barrières pour maîtriser les risques. Quand des événements indésirables concernent un établissement de santé, à chaque fois, on voit que, vous voyez, ceux qui sont déclarés, c'est quand même la transfusion, la médecine nucléaire. Donc forcément, il y a plus de potentiellement plus de conséquences, potentiellement, je dis, que sur un événement indésirable qui survient en ESMS où les actes sont moins à risque. Je dis bien potentiellement, parce qu'une erreur de médicament chez un sujet âgé, ça peut aboutir au décès et à une incapacité permanente. Donc l'analyse est très très grossière et il ne faut pas dire à l'hôpital c'est plus grave et puis en ESMS on n'a pas besoin de s'en occuper parce que c'est moins grave. C'est des actes moins à risque, des actes plus courants de la prise en charge. Par contre, ça peut être aussi grave. Voilà. Et on avait, dans le secteur médico-social, c'est encore plus compliqué d'avoir des données que dans le secteur sanitaire parce que on n'a quasiment pas de bibliographie là-dessus. On a un élément qui était intéressant. En 2018, il y avait une thèse de pharmacie qui avait été faite par le Centre antipoison de Marseille et qui avait exploité les appels au centre antipoison et étudié sur 6 mois tous les appels qui concernaient des erreurs d'administration médicamenteuse dues à une erreur de patient. Et vous voyez que ce n'est pas du tout anodin. Évidemment, dans les services médicalisés, comme les structures, entre guillemets médicalisées, comme les EHPAD, les MAS, c'est fréquent, mais vous voyez que dans les foyers de vie d'hébergement, et là, ce n'est pas du tout médicalisé, c'est quand même un quart des déclarations. Voilà. Alors, l'identito-vigilance, c'est quand même une histoire qui est extrêmement récente. C'est une histoire qui est en France, je parle en France, dans d'autres pays, ça fait bien plus longtemps qu'ils s'intéressaient à la chose. Mais nous, en France, on commence à s'intéresser à tout ça en 2002. Et en 2002, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à la gestion de l'identité numérique dans les systèmes d'information. Et pourquoi je dis on s'intéresse à ça? Parce que les premières recommandations en identification primaire, elles émanent du groupe de modernisation des systèmes d'information hospitaliers. Ce GEMSI, il n'existe plus maintenant, il s'est transformé. C'est devenu l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance qui s'adresse au secteur hospitalier et au secteur médico-social. Mais on a déjà des premières réglementations qui disent déjà il faut avoir un référentiel unique d'identité, il faut avoir des règles pour la saisie d'identité, il faut s'occuper de traiter les anomalies, etc. C'est quand même une première, parce que jusqu'à présent, j'ai envie de dire 95% des gens ne s'occupaient pas du tout de l'identité, d'autant plus que l'identité, initialement, c'est la première brique qui a été informatisée, la gestion de l'identité, à l'hôpital. C'est très ancien, c'est les années 80. Pourquoi elle a été informatisée? Parce qu'il fallait facturer. Donc on avait, et ça a perduré cette histoire, et ça a perduré, j'ai envie de dire, jusqu'à 2010, une vision de l'identité comme l'identité de facturation. Et forcément, l'identité de facturation, ce n'est pas ça qui va nous aider à sécuriser les soins et avoir la bonne identité. Mais il y avait déjà quelque chose en 2002. En 2010, là, il y a quelque chose qui se passe pour les établissements de santé. La Haute Autorité de Santé dit l'identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge, c'est une pratique exigée prioritaire. Une pratique exigée prioritaire, ça veut dire que si l'établissement, lors d'une visite de certification, ne satisfait pas aux critères, l'établissement est non certifié. On s'arrête là, on ne va pas plus loin, l'établissement est non certifié. Et ça permet, c'est une vraie opportunité, parce que ça permet, il y a une prise de conscience des établissements et il y a une organisation qui se met en place pour commencer à travailler là-dessus, plutôt sur le versant identification secondaire, très clairement, plutôt sur la version identification secondaire. En 2013, bon, je l'ai écrit pour mémoire, mais enfin, on a une instruction d'une demi-page de la DGOS qui nous dit à l'hôpital, qui ne s'applique qu'à l'hôpital, et qui dit comment il faut gérer l'identité numérique. Alors, non, pour la petite histoire, bon, elle avait au moins un mérite, cette instruction, elle disait le trait obligatoire à la saisie, c'est le nom de naissance du patient. Elle disait qu'il fallait saisir la date de naissance, le sexe,
elle avait oublié les prénoms. Dans l'instruction, il n'y avait pas les prénoms. Et elle mettait en place des règles de saisie. On saisissait tout en majuscule, on remplaçait tous les caractères diacritiques par des espaces. Voilà. Et on s'est arrêté là. Et en 2021, il y a la parution du RNIV. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le nouveau départ de l'identito-vigilance parce que c'est opposable à tous. Ce RNIV est très complet et traite tous les pans de l'identito-vigilance comme on va le voir. Je vous ai mis pour mémoire, mais on ne va pas s'attarder dessus, le libellé du premier critère sur l'identito-vigilance du manuel de certification. Il faut savoir, là c'est un peu cocorico paca, en 2013, l'identito-vigilance, c'était la première cause de réserve à la certification des établissements de santé. C'était la deuxième cause en France en 2013. Et pour PACA, grâce aux actions menées par le GRIF, grâce aux moyens que nous a donné l'ARS, en 2016, on n'avait plus de réserve en identito-vigilance. Ce qui veut dire que l'organisation, que les formations des personnels, la mise en place d'une gouvernance, ça permet de répondre aux critères. Alors maintenant, une petite histoire rapide sur la genèse du RNIV. Alors, le RNIV, en fait, on peut dire merci à la CNIL, merci à l'identité nationale de santé. Parce qu'au départ, il n'y avait pas cette idée dans les tuyaux au niveau du ministère. Il y avait l'idée, il faut mettre l'identité nationale de santé. Donc, ils avaient rédigé un référentiel INS qu'ils ont soumis pour avis à la CNIL. Et dans ce référentiel INS, il y avait écrit l'identité nationale de santé ne peut être utilisée que si les professionnels respectent les procédures d'identito-vigilance. Et la CNIL a dit, vous ne pouvez pas écrire ça, parce qu'il n'y a rien d'opposable, il n'y a rien d'officiel qui décrit quelles sont les procédures d'identito-vigilance à mettre en place, et du coup, vous faites peser toute la responsabilité sur les établissements, c'est à vous de dire quelles sont les procédures à mettre en place. Et donc, à ce moment-là, le ministère de la Santé, il a sollicité des gens qui étaient un peu identifiés comme s'occupant d'identito-vigilance et donc des régions un peu plus matures. Il y a eu pas mal de groupes de travail et ça a abouti à la publication de notre RNIV en 2021. Parallèlement, il y a eu des mesures incitatives pour les éditeurs, les programmes SONS, Système ouvert et non sélectif, qui ont, c'est-à-dire que c'était l'État qui finançait les éditeurs à la place des établissements quand les établissements voulaient mettre à jour leur logiciel pour déployer la version réglementaire, la version conforme, par exemple, pour la gestion de l'identité. Et du coup, ça a incité les éditeurs à faire le déploiement, à faire les développements, excusez-moi, parce que c'était quand même des gros développements, ça coûtait de l'argent, mais là, ils étaient sûrs d'avoir des bons de commande, puisque l'État s'est engagé et c'est l'État qui a payé. Donc ça, c'était vraiment bien joué et c'était... si on n'avait pas eu ce SONS, je pense qu'on n'aurait pas été à ce niveau de conformité sur la gestion de l'identité aujourd'hui. Alors, rentrons maintenant dans les petites choses plus détaillées, on va dire, après ce brin d'historique, mais je trouve que c'est intéressant de connaître l'histoire parce que comme ça, on comprend mieux les choses et les évolutions. Donc, notre RNIV, il est opposable, donc un arrêté de mai 2021, et qui a rendu opposable trois documents, le RNIV, le guide d'implémentation et le référentiel INSV2. Aujourd'hui, le RNIV, la version du RNIV opposable, comporte 5 volets et on va voir que ça va évoluer. Alors, quel volet pour quelle structure? Première précision, le RNIV est opposable à tous, quelle que soit la taille de la structure. Le volet 1 du RNIV, il s'oppose à tous. Il s'oppose à tous, tout le monde l'applique. Oula, excusez-moi, j'ai un problème là. La diapo est pas bonne là. Excusez-moi, je l'ai faite au dernier moment. Et ne lisez pas les 2 petites puces dessous là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, excusez-moi juste une seconde. Je vais vous faire ça en direct parce que ça va pas être beau sinon. C'est où ce truc?
Ouais, c'est là. Attendez, j'en ai pour une seconde. Je vais arranger ça tout de suite parce que c'est pas beau et ça va pas aller. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. On aura quelque chose de beaucoup plus juste. Voilà. Donc, le RNIV1, il s'oppose à tous. Il concerne principalement la gestion de l'identité numérique. Le RNIV2, il doit être applicable par tous les établissements de santé. Tous les établissements de santé. Le RNIV3, il s'applique aux structures non hospitalières. Ce qu'on a appelé non hospitalières, c'est-à-dire les structures et services médico-sociaux, les laboratoires de biologie, les cabinets d'imagerie médicale, les grosses officines, etc. Le RNIV4, il s'applique aux professionnels libéraux qui sont présents dans une structure de moins de 10 professionnels de santé. Alors, vous allez me dire, il y a des toutes petites structures hospitalières où la file active est petite, où il n'y a pas du tout d'acte à risque, où on ne fait pas des accueils tous les jours, ou très peu d'accueils tous les jours. Je pense à la dialyse, je pense à des SSR de 30 lits, je pense à de l'USLD par exemple. Ces structures peuvent demander à leur ARS de rattachement d'avoir une dérogation pour appliquer le volet 3 du RNIV. Et pas le volet 2. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos ARS pour demander cette dérogation si vous êtes concerné. Voilà. Dans le... Pourquoi c'est tout dans le désordre, mon truc? Ça ne va pas du tout. Attendez, excusez-moi. Juste une seconde. Ouais, Non, c'est bon. Enfin, c'est bon. Je voulais revenir, voilà. Et suite, c'est ça. Excusez-moi, hein, comme j'ai fait des modifications de diaporama vraiment à la dernière minute pour vous inclure un peu des nouveautés, et ben voilà, j'ai fait des petites coquilles. Donc, le manuel de certification, je vous ai parlé de la version 10 du manuel de la version 2010, pardon, de la manuel de certification. Évidemment, ces versions, ça a évolué. Et le manuel de certification 2024, donc celui qui s'appliquait à partir du 1er janvier 2024 pour les visites 2024, a évolué pour prendre en compte les exigences du RNIV et les nouveautés comme l'INS. Et vous voyez, je vous ai mis en bleu un peu les nouveautés. Identité nationale de santé, qualifier l'INS par appel au téléservice INSI, maîtriser le risque d'erreur, information du patient. Et ce que je voulais remettre, c'est ça, c'est super important. Les personnels habilités sont formés à la qualification de l'INS. Les personnels administratifs et les professionnels de santé sont formés à la surveillance et à la prévention des erreurs. Formés, ça veut dire vraiment formé. Ça ne veut pas dire juste, ah ben tiens, on a une nouvelle version, maintenant il y a un bouton bleu, il s'appelle INSI, et ben on appuie dessus, et puis si c'est vert, on prend, et si c'est rouge, on ne prend pas. Ça, ce n'est pas de la formation. Donc, et c'est important parce que si vous ne formez pas les gens, vous n'allez pas maîtriser le risque, hein, très clairement. Voilà. Et pour 2025, on attend autre chose encore. On attend autre chose pour 2025, on attend un nouveau manuel de certification. Normalement, les principaux éléments devraient être présentés le 3 octobre. Il y a un webinaire qui est organisé par la HAS et il y a, je pense qu'il y aura une intervention sur la présentation, alors qui sera brève, hein, de ce nouveau manuel. Et il me semblait, mais sans certitude. Enfin, la HAS nous avait dit que ce manuel serait mis un petit peu en concertation, qu'il y aurait des avis qui seraient demandés à partir de l'automne 2024, donc peut-être que ça va arriver dans pas longtemps. Ce qui est intéressant, ce que je voulais vous dire en vous parlant de ce manuel de certification, c'est que la HAS a sollicité le réseau des référents régionaux en identitovigilance pour participer à la rédaction du critère. Donc, on a relu, on a proposé des enrichissements des critères, on a proposé des reformulations, on n'a pas à date de retour de la HAS. Donc, comme vous, nous surveillons avec attention la parution de ce nouveau manuel pour savoir si nos propositions ont été intégrées ou pas. Parce que bon, je ne vous cache pas qu'on a proposé d'augmenter un petit peu le critère forcément, hein. Après, il y a toujours des arbitrages.
Alors, on en a fini sur cette partie réglementaire. On va passer à la présentation du RNIV. On peut s'arrêter une minute pour voir s'il y a eu des questions. Si vous en avez des spécifiques, vous pouvez les poser dans la conversation. Et si vous n'en avez pas, eh ben je poursuis. J'ai l'impression que je vais poursuivre. Je dois être très claire. Donc le RNIV. Ce RNIV, quand on l'a construit sur le modèle de la route Deming. Prévoir, déployer, contrôler et agir, améliorer. Et donc, il a dans son périmètre tous ces éléments. La gouvernance, prévoir, formaliser, c'est aussi un peu, alors formaliser, c'est prévoir, mettre en œuvre, hein, parce qu'on a prévu, on a fait notre politique et derrière, on va rédiger nos procédures, etc. L'évaluation et le pilotage, les audits, les indicateurs, la gestion de l'identification primaire avec une énorme partie sur les bonnes pratiques d'identification primaire, la gestion de l'identification secondaire et la gestion des risques. Voilà, avec les risques. Et vous voyez que dans la gestion des risques, on a bien mis en évidence former le personnel et évidemment informer, faire participer les usagers. Mes diapos sont toutes dans le désordre. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça ne va pas du tout. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des exigences en termes de gouvernance à mettre en place. Ces exigences sont reprises dans le prérequis de Open 2. J'ai un comité stratégique d'identito. J'ai une cellule opérationnelle d'identito-vigilance. La cellule opérationnelle, c'est ceux qui vont traiter au quotidien les anomalies, qui vont être sur le terrain pour former les professionnels, qui vont mettre à jour les procédures, etc. Et j'ai identifié un référent en identito-vigilance. Voilà. Et alors, du coup, je remettrai les diapositives dans l'ordre, hein, parce que là, ça ne va pas du tout. Mais je vous avais dit, on a la version actuellement opposable du RNIV, c'est la version de 2021. Mais sachez qu'il y a une version 2 dans les tuyaux, qui a été commandée par le ministère de la Santé en mai 2023. En théorie, la deadline de publication, c'était décembre 23. Vous voyez que tout a beaucoup glissé, puisque nous, on a tenu nos délais le 3 rives. Hein, on a travaillé d'arrache-pied pendant 2 mois pour réviser tous les volets et on a rendu la copie début juillet 2023. Après, il y a eu quand même pas mal de sessions d'arbitrage entre le 3 rives et le ministère, parce qu'on avait des points sur lesquels on n'était pas tout à fait alignés, en particulier l'appli carte vitale, on n'était pas complètement d'accord, il a fallu trouver un consensus. Et après, ça a traîné. L'avis CNIL, il est parti. La demande d'avis CNIL, elle a été demandée qu'en juillet. Pour l'instant, ils n'ont pas la réponse de la CNIL. Mais bon, on a quand même bon espoir que ça soit publié avant la fin de l'année. Et ce RNIV, du coup, on en a profité. On l'a quand même fait évoluer de façon assez importante, surtout sur le volet 1. Donc déjà, on a supprimé le volet 0 du RNIV. Le volet 0, c'était un peu l'identito-vigilance pour les nuls quand on a rédigé la première version, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler d'identito-vigilance. Donc le volet 0, il y avait 3-4 pages, c'était vraiment un abécédaire, on va dire. Maintenant, on a considéré que les gens ça fait 4 ans qu'on en parle, et du coup, on a supprimé le volet 0 et on a intégré les éléments qui restaient pertinents du volet 0 en préambule du volet 1. Et vous voyez que ce volet 1, on va faire un focus sur le volet 1, qui est donc le volet qui traite vraiment de la gestion de l'identité numérique et qui est opposable à tous les acteurs. On a plus que doublé les exigences système d'information pour prendre en compte les solutions de contournement qu'avaient trouvées les éditeurs pour pas tout à fait faire évoluer leurs outils, pour prendre en compte les retours terrain des établissements, pour améliorer l'ergonomie des outils, pour prendre en compte aussi des cas particuliers, les complexités de l'INS qu'on n'avait pas du tout en tête en 2020 quand on a rédigé, puisque personne n'appelait le téléservice en 2020. Donc on l'a largement enrichi, ce volet 1 du RNIV. On a changé le plan.
On a changé le plan pour avoir un plan plus adapté aux étapes de gestion de l'identité. Je vous ai mis ici des copies d'écran du plan initial RNIVV1 et du plan RNIVV2 actuel. Et vous voyez que sur les bonnes pratiques d'identification primaire, vous voyez qu'on a quand même drôlement enrichi les choses. On a beaucoup enrichi les choses, en particulier beaucoup de précisions sur les bonnes pratiques de validation de l'identité et les dispositifs d'identification de haut niveau de confiance pour prendre en compte vos retours terrain. On a énormément enrichi les bonnes pratiques de gestion de l'INS. On était... parce que là, ce qu'on avait fait en V1, on était dans la théorie, puisque ce téléservice, on nous avait dit comment il allait marcher, mais personne ne le faisait fonctionner, on n'avait pas les retours, on n'avait pas du tout notion des problématiques des problématiques qu'il y a en fait, qu'on a découvert au fur et à mesure où les établissements ont commencé à appeler. Du coup, on a vraiment bien verrouillé, et notamment, on a rajouté tout le point 4.5 là sur le contrôle de cohérence entre l'INS et les traits d'identité, et vous voyez un point, c'est discordances qui interdisent la récupération et la qualification de l'INS. Dans la gestion des risques, on a aussi fait évoluer, mais à la marge, c'est-à-dire au départ, en 2021, on avait mis dans le volet 1 du RNIV qui est opposable à tous, je vous le rappelle, des éléments qui ne concernaient pas tout le monde, qui concernaient les structures, donc non hospitalières ou établissements de santé. Donc, on a remis tout ça en cohérence. Si ça ne concernait pas tout le monde, ça n'avait rien à faire dans le RNIV 1, et on a déplacé ces éléments dans les volets 2 ou 3 du RNIV, selon le cas. Alors, toujours pas de questions. Toujours pas de questions. Est-ce que je poursuis? Écoutez, alors attendez, je vais attendre voir parce qu'il y a des gens qui sont en train de taper. Donc, il y aura peut-être une ou deux petites questions. Alors, plus personne tape. Pas de questions, mais jolie nouvelle diapo. Oui, merci Anne-Céline. J'essaie quand même de ne pas faire toujours les mêmes, mais bon, elles auraient mieux, il aurait mieux valu que je les mette dans le bon ordre. Je m'en excuse encore. Allez, on part sur un peu plus de détails. Identité numérique, identité nationale de santé. Alors, une question. Est-ce que le nouveau RNIV sera opposable pour les établissements qui passent leur certif en mai 2025? Oui, il sera opposable, mais ne vous inquiétez pas, parce que pour tout ce qui est gouvernance, organisation, procédure, formation des personnels, et notamment le volet qui vous concerne en particulier, qui est le RNIV2, il y a vraiment très peu de choses qui ont bougé. Très peu. Ce qui a vraiment bougé, c'est le RNIV1 de la gestion de l'INS, mais vous n'aurez pas ça ne va pas vous mettre en difficulté si vous passez votre certification en mai 25. Alors, je poursuis. Quelques éléments de définition. On va passer rapidement parce que c'est des éléments qu'on voit beaucoup plus en détail dans le module M1 identification primaire qu'on a fait il y a 2 jours parce qu'on a été contraint de décaler l'ordre des modules. Donc, on distingue 2 types de traits. Les traits stricts, qui sont des traits qui sont très peu variables dans le temps, très peu variables. Qui sont les traits qui sont présents sur l'acte de naissance? Très clairement, 2 traits. Quels sont les traits dans les traits stricts qui ne sont pas présents sur l'acte de naissance? Le premier prénom, il est présent, mais il n'est pas individualisé de la liste des prénoms sur un acte de naissance. On est né Manuela, Martine. Vous voyez, on ne dira pas est né Manuela, liste des prénoms Manuela Martine.
date de naissance, sexe, lieu de naissance, ça y est, ça, sur l'acte de naissance. Le matricule INS, forcément, il n'est pas sur l'acte de naissance, puisqu'il est obtenu, ce matricule, une fois que la déclaration de naissance a été faite à la mairie et que l'identité de l'enfant a été transmise à l'INSEE, qui gère la base nationale d'identification, qui s'appelle le répertoire national d'identification des personnes physiques. Donc, il n'est pas sur l'acte de naissance, mais c'est un très strict, parce qu'il est très peu variable. Avant, on disait invariable. Mais maintenant, je préfère dire très peu variable ou stable dans le temps. Pourquoi? Parce que le nom de naissance, avec la loi Dupond-Moretti, tout le monde a le droit de changer une fois dans sa vie de nom de naissance. Et on a vu qu'il y avait vraiment un certain nombre d'individus. Vraiment, ça a eu un grand succès, cette loi. J'ai pas de pourcentage en tête, mais il y a eu beaucoup de demandes. Et le sexe, on peut changer de sexe. Et si on change de sexe, on change de matricule INS, puisque je vous rappelle que le premier chiffre du matricule INS, c'est le sexe. 1 pour les garçons, 2 pour les filles. Donc, c'est très peu variable, mais pas invariable. Les traits complémentaires, ce sont des traits qui sont très intéressants parce qu'ils vont enrichir l'identité. On va avoir une identité riche pour, distinguer des homonymes, encore que maintenant, avec le matricule INS, on a moins cette problématique d'homonymie, mais encore faut-il avoir une INS qualifiée, pour distinguer des homonymes, mais aussi pour pouvoir dialoguer avec l'usager, le contacter, l'adresse, le téléphone, le mail, etc. Le nom utilisé et le prénom utilisé, c'est un vocabulaire qui est spécifiquement introduit dans le RNIV. Ça correspond de façon globale au nom d'usage, on va dire. C'est le nom qu'utilise l'usager dans la vie de tous les jours. Et son prénom utilisé, c'est le prénom qu'il utilise dans la vie de tous les jours. En règle générale, les gens utilisent leur premier prénom. Ce n'est pas toujours vrai. Ils peuvent utiliser leur deuxième et pas leur premier. Et ils ont tout à fait le droit. L'état civil dit tout prénom présent sur un acte de naissance peut être utilisé comme prénom d'usage. Donc, ils ont tout à fait le droit. Et puis, il y a des gens aussi qui ont des alias, qui ont, par exemple, je prends toujours cet exemple-là, Johnny Hallyday. C'était son nom utilisé, son prénom utilisé. Il s'appelait Jean-Philippe Smet. Vous voyez? Donc, utiliser, on n'a pas voulu mettre d'usage dans le RNIV pour distinguer l'identité sanitaire prise en charge utilisée par les professionnels de santé médico-sociale de l'identité de l'état civil. Parce que ça permettait de laisser aux structures qui le souhaitaient un peu plus de liberté. C'est-à-dire dire le nom d'usage, c'est un nom qui est, on va dire, entre guillemets, déclaré, inscrit sur une pièce d'identité. Par contre, un nom utilisé, on peut imaginer que la personne utilise un nom ou un prénom qui n'est pas inscrit sur sa pièce d'identité. Vous voyez? Moi, je donne toujours cet exemple-là. Ma tante, elle s'appelait Hélène, et Hélène, elle n'aimait pas. Pourtant, c'est joli, mais elle n'aimait pas Hélène. Elle se faisait appeler par tout le monde Elena. Mais son état civil, c'était pas Elena, c'était Hélène. Et il n'y avait pas du tout prénom usuel Elena sur sa pièce d'identité. Donc, dans ce cas-là, on était vraiment typiquement dans le périmètre du prénom utilisé. Voilà. Quelques éléments rapides de vocabulaire. Je dis rapide parce que ce sont des choses qu'on développe beaucoup plus dans les autres modules. Mais c'est des éléments qu'il faut connaître pour qu'on mette tous la même signification sous le même mot. La sémantique est très importante en identitovigilance. Homonymes, qu'est-ce que c'est des homonymes? Ce sont des gens qui partagent les mêmes traits. Vous avez le droit, vous, en santé, de ne pas respecter la définition stricto sensu de l'homonyme et de dire, moi, j'ai dans mon EHPAD le mari et la femme qui sont dans la même chambre, c'est leur lieu de vie, madame se fait appeler par le nom de son mari, ils ont donc le même nom, le même prénom. Je peux choisir de mettre homonyme dans mon système d'information parce que comme ça va attirer l'attention des professionnels qui vont intervenir au sein de la structure et ça va leur dire attention, là il y a homonyme, il faut que je vérifie, il y a un point d'attention, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle pareil. C'est pour attirer l'attention. Après, dans les homonymes vrais, la fréquence est variable selon les pays, selon les régions, selon les coutumes. Il y a si vous regardez sur Internet,
y a des sites où on voit bien la fréquence des patronymes par région. Si vous vous appelez Martin ou si vous appelez Dupont, vous allez voir, il y a une carte de France, il y a du violet partout là. Si vous appelez Bizzari, il y en a beaucoup moins des Bizzari. C'est un nom qui n'est pas très fréquent, par exemple, vous voyez. Et puis, il y a des cultures. Il y a des cultures où on donne le même prénom à tous les aînés. Donc, nous, à l'hôpital, par exemple, on avait 3 Santiago Marie. On avait la grand-mère, la mère, la petite-fille. Seule différence, la date de naissance. Donc, vous voyez, il faut être extrêmement attentif. Voilà. Je m'arrête là pour les homonymes. Usurpation d'identité. Ça, probablement que c'est un peu un risque qu'on a plus à l'hôpital que dans le secteur médico-social. C'est le fait d'emprunter l'identité de quelqu'un d'autre. En règle générale, c'est parce qu'on est malade et qu'on n'a pas de couverture sociale. Se faire soigner, ça coûte cher. On a un ami, on a un frère qui lui a une couverture sociale, on lui emprunte sa carte vitale. Évidemment, il y a d'énormes risques, parce qu'on va mélanger des données médicales. Ça, l'usager, lui, ne s'en rend pas compte. Ou peut-être qu'il prend le risque parce qu'il a vraiment trop besoin d'être soigné et qu'il n'a vraiment pas d'argent. Donc, je pense que c'est plutôt une problématique qu'on retrouve dans le sanitaire. L'usurpation d'identité, on peut l'avoir aussi parce que c'est le cas des jeunes filles mineures. Ça on peut le trouver dans les services d'urgence. Une jeune fille mineure qui pense qu'elle est enceinte, qui est sur la couverture sociale de ses parents, qui ne veut surtout pas en parler à ses parents. Et donc, elle va emprunter les documents d'une amie ou peut-être d'une sœur majeure, par exemple, qui travaille et qui n'est plus sur la couverture sociale des parents, pour aller consulter. Voilà. Doublon. Doublon, qu'est-ce que c'est ? C'est la présence de plusieurs identités numériques, de plusieurs dossiers, dans un système d'information, mais pour la même personne. Pour la même personne. C'est aussi dangereux, un doublon, parce que ça veut dire que les informations médicales sont éclatées entre plusieurs dossiers. Ça veut dire que le médecin ou l'équipe soignante, l'équipe de soins, n'a pas accès à toutes les informations. Et du coup, elle peut prendre des décisions qui sont inappropriées. C'est le cas de notre chauffeur de taxi de Chicago, l'exemple que je vous donnais en introduction. La collision, c'est exactement l'inverse du doublon. C'est dans un dossier, j'ai mélangé des éléments qui appartenaient à plusieurs usagers. Soit parce que quelqu'un est venu, j'ai pas fait mes recherches de la bonne façon et j'ai sélectionné le dossier d'un homonyme et j'ai pris en charge la grand-mère dans le dossier de la petite fille, par exemple. Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Soit parce que j'ai bien, au moment de l'admission de la personne, sélectionné le bon dossier, mais il y a eu une erreur, je ne sais pas, au moment de taper un courrier, le médecin s'est trompé de dossier, il a sélectionné le mauvais et il a tapé le dossier de Johnny Hallyday dans le courrier de Johnny Hallyday dans le dossier de Manuela Oliver. Vous voyez, par exemple. Ça aussi, c'est du vécu. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit. Il y a le risque aussi quand on a la dictée. Les médecins, des fois, ils se mettent sur le mauvais patient pour dicter une lettre avec des outils de dictée numérique. Et si la secrétaire qui frappe, elle n'est pas extrêmement attentive, on a le mauvais dossier. Voilà pour ces petits éléments de vocabulaire. Maintenant, focus INS. Focus INS, pourquoi on a fait l'INS ? On a fait l'INS parce que jusqu'à présent, chacun utilisait un peu l'identité qu'il voulait. Pour un patient en ville, le médecin de ville, souvent, il enregistrait les gens sous le nom utilisé. Il ne connaissait pas le nom de naissance des dames, par exemple. À l'hôpital, ça fait longtemps qu'on utilise le nom de naissance et pas obligatoirement le nom utilisé. Donc, c'était compliqué. Comme tout le monde utilisait une identité différente, on avait du mal à échanger, on avait du mal à partager. Avec l'INS, qui est obligatoire, c'est inscrit dans le Code de la santé publique, l'usager ne peut pas s'y opposer. Tout le monde utilise la même identité. Donc, on facilite le partage et des données de santé. Et évidemment, ça nous permet d'alimenter le DMP. L'INS pour alimenter le DMP, c'est indispensable. Si vous n'avez pas une INS qualifiée, les documents
ne peuvent pas aller dans le DMP. Et ce DMP, alors le DMP, quand je dis le DMP, c'est la vision médicale. Hein. La vision de l'usager, c'est ce que je vous présente à l'écran, c'est mon espace santé. Et vous voyez que dans mon espace santé, j'ai plusieurs choses. J'ai des documents. Et comme j'ai une INS qualifiée, j'ai la grande chance que quand je vais au laboratoire de biologie, quand je vais faire une radio, quand je vais à l'hôpital en consultation, et comme ils alimentent tous le DMP, bah, tous les documents arrivent là-dedans. Et les médecins peuvent m'écrire par messagerie sécurisée citoyenne, hein, MS Santé, et je reçois ces messages dans mon espace santé. Et vous voyez que maintenant, tous les patients ont une messagerie sécurisée de santé hein, qui est construite sous la forme matricule INS du patient, alors, cette identité nationale de santé, c'est vraiment une identité, ce n'est pas un identifiant. D'accord? Elle est composée d'un matricule, le matricule INS dont je vous parlais, hein, qui a pour valeur le NIR ou le NIA de l'usager. NIA, c'est un numéro d'attente que l'assurance maladie donne aux gens qui ne sont pas nés en France, mais qui viennent travailler en France, qui cotisent à l'assurance maladie. Et une fois qu'on a fait les vérifications nécessaires, ce NIA est transformé en NIR. Et le NIR, c'est le numéro d'identification au répertoire, ce numéro que nous attribue l'INSEE. Voilà. Il y a des traits dans l'INS, 5 traits stricts de référence. J'attire votre attention sur le fait que le trait prénom, c'est la liste des prénoms. Il n'y a pas un trait premier prénom. Le premier prénom, c'est un trait strict de l'identité que le RNIV a souhaité distinguer de la liste des prénoms parce que quand on s'adresse à l'usager, on ne va pas l'appeler par tous ses prénoms. Et si on n'avait pas ce premier prénom, eh ben, on avait peut-être du mal à savoir s'il s'appelait Jean-Paul ou s'il s'appelait juste Jean, par exemple. Voilà. Et enfin, il y a un identifiant technique, hein, je vous passe le détail, il est intéressant parce que cet identifiant, il distingue un NIR d'un NIA et votre système d'information, quand il le reçoit, il peut vous dire ah bah, le matricule INS est de type NIR et le matricule INS est de type NIA. Voilà. Je vais répondre à Mélanie, c'est très intéressant votre question Mélanie, mais je vais y répondre après. Et Sandra nous demande quelle différence entre identité et identifiant. Alors, une identité, c'est un ensemble de traits. Donc, dans l'identité nationale de santé, on a le nom de naissance, ce que je viens de vous exposer là. Un identifiant, c'est un numéro. Ça sera par exemple le matricule INS. Un autre identifiant, ça pourrait être le numéro de sécurité sociale. Ça peut être, si vous avez des enfants à l'école, le numéro INE de l'éducation nationale. Un identifiant, c'est un matricule. Voyez ? Je continue. L'INS ne peuvent l'utiliser que les acteurs de la santé et du médico-social et uniquement si on n'a pas de doute sur l'identité de l'usager et si on n'est pas dans un cas réglementaire d'anonymat. Ça va faire le lien avec nos attributs douteux et fictifs qu'on va voir dans pas longtemps. Et ça me permettra de répondre à la question de Mélanie dans la foulée. Voilà. En médico-social, qui est concerné? En sanitaire, il n'y a pas de sujet, tout le monde est concerné parce qu'on produit de la donnée de santé. Médico-social, le secteur médico-social, c'est un secteur qui est très vaste, qui est très protéiforme. Et il y a beaucoup de types de structures. Donc, qui est concerné dans ce type de structure? J'ai toutes les structures qui traitent de la donnée de santé. Et quand on dit données de santé, à partir du moment où j'ai un renseignement dans mon système, ne serait-ce que qui traite du handicap du patient, qui dit il est aveugle, il est tétraplégique, ça c'est de la donnée de santé. Hein, vous voyez? Donc, grosso modo, tout le monde est concerné dans le secteur médico-social. La difficulté du secteur médico-social, c'est surtout d'identifier sur quels documents ils vont mettre l'INS. Dans le sanitaire, ce n'est pas compliqué. N'importe quel document qu'on produit, une lettre, une prescription, un compte-rendu, il y a de la donnée de santé. Dans le médico-social, on peut par exemple s'adresser à une entreprise pour obtenir un stage pour une personne accompagnée si on a un ESAT, hein, un service d'accompagnement par le travail. L'employeur, enfin cette entreprise à qui on va s'adresser, c'est pas un professionnel de santé et de médico-social, donc quand on fera ce courrier-là, il ne faudra pas mettre l'INS. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu la difficulté dans le médico-social.
Alors, qui est concerné par l'UNS? Quel type d'usagers ont une INS? Disposent une INS les usagers qui sont nés en France, les usagers qui travaillent en France, les usagers nés à l'étranger qui travaillent en France de façon régulière, qui cotisent à l'assurance maladie. Qui n'a pas d'INS? Le touriste étranger, l'étranger en situation irrégulière, et également les étrangers qui bénéficient de l'AME, mais qui ont été inscrits à l'aide médicale d'État avant 2022. Depuis 2022, la politique de l'assurance maladie est d'attribuer un NIA quand on accorde une nouvelle AME à un étranger, mais ça n'était pas le cas avant. Donc, ces personnes qui bénéficient de l'AME et qui ont été inscrites avant 2022, elles n'ont pas de matricule INS. Donc, INS, très bien. Quand est-ce que j'ai le droit de l'utiliser, cette INS? J'ai le droit de l'utiliser si j'ai réalisé 2 opérations qui sont inclusives. C'est et. J'ai utilisé le téléservice de l'assurance maladie, le téléservice INSI, pour interroger la base d'identité de référence. Et ce téléservice m'a renvoyé une identité, il m'a renvoyé une INS. Très bien, ça c'est la condition 1. Condition 2. L'identité de l'usager a été contrôlée, on a réalisé un contrôle de concordance, il vaut mieux dire comme ça parce que quand on dit on a été contrôlé, on nous dit vous n'êtes pas des flics ni des gendarmes. Donc, le professionnel a réalisé un contrôle de concordance entre l'identité déclinée par l'usager, l'identité présente sur une pièce d'identité et l'INS proposée par la base, par le téléservice INSI. Donc, c'est très important d'avoir ces éléments-là, et c'est que uniquement si l'identité est qualifiée qu'on a le droit d'utiliser le matricule INS. Et c'est uniquement si l'identité est qualifiée qu'on peut alimenter le DMP et mon espace santé. Alors, le RNIV, pour prendre en compte l'INS, il a préciser un certain nombre de choses sur la gestion de l'identité numérique et la création de l'identité. Le RNIV a dit les traits obligatoires pour créer une identité sont le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Pourquoi on n'a pas mis la liste des prénoms de naissance? Parce qu'il faut aussi comprendre que quand quelqu'un arrive en urgence, on n'a pas la pièce d'identité. Le premier prénom suffit à l'identifier. On faisait comme ça avant. Donc, on ne va pas rendre bloquant le renseignement du champ premier prénom. Voilà. Par contre, on a mis en bloquant le code du lieu de naissance. Alors, le code INSEE du lieu de naissance, c'est le code officiel géographique, ce n'est pas un code postal. On l'a mis en bloquant. Maintenant, certains éditeurs ont détourné l'affaire. Par défaut, ils le renseignent avec 999, qui veut dire inconnu. Sauf que ça, si votre éditeur ne respecte pas le guide de l'assurance maladie pour appeler le téléservice INSI et qui vous envoie et qui interroge la base nationale d'identité avec le 99 999, vous n'aurez aucune identité trouvée. Le lieu de naissance, ce n'est pas pour embêter les gens qu'on demande de le renseigner, c'est parce que c'est un lien, une information, c'est un trait qui est utile. C'est un trait qui est utile. Donc, il ne faut pas essayer de contourner et il ne faut pas dire à vos professionnels, pour faciliter la chose, t'as qu'à mettre 99 999, avant c'était pas obligatoire, on s'en sortait très bien comme ça, on nous a dit que c'était obligatoire, on va mettre 99999 et puis on règle le problème. Non, vous allez vous créer plus de problèmes que vous n'allez en régler. Voilà. Donc, les traits obligatoires, cette identité, elle doit être saisie en respectant des règles de saisie. Je vous les ai rappelées ici, tout en majuscules. Pas d'accent et de caractères spéciaux ou diacritiques, mais contrairement aux anciennes règles qui avaient été mises en place en 2013 par cette fameuse instruction ministérielle de la DGOS, dont je vous parlais en introduction, on conserve les tirets et les apostrophes. On les conserve. Ça aussi, quand vous formez vos personnels, il faut leur dire, parce que ce n'est pas inné. Ils ne vont pas le savoir et c'est une évolution importante par rapport aux anciennes pratiques. On conserve les tirets et les apostrophes. Évidemment, on ne met pas d'abréviation. Cette identité, on l'enrichit, on la complète par les traits complémentaires, le nom utilisé, le prénom utilisé, l'adresse, etc.
Dès qu'on peut, et si l'usager est éligible, donc je vous renvoie à qui dispose d'une INS et qui n'en a pas, on appelle le téléservice INSI, et si on a une réponse positive, après la réalisation du contrôle de cohérence avec l'identité réelle de l'usager, si on dit oui, c'est la bonne INS, oui, les traits sont concordants avec la pièce d'identité, j'accepte l'INS, les traits de l'INS vont écraser, vont remplacer les traits locaux que vous avez dans votre système d'information. Le premier prénom, ce n'est pas un trait de l'INS. Donc, ce champ premier prénom devra rester cohérent avec votre champ liste des prénoms, c'est-à-dire que si vous avez saisi Manuela, Oliver, Manuela, vous appelez le téléservice INSI. Le téléservice INSI vous renvoie Oliver, Martine, espace Manuela. Si vous acceptez, votre premier prénom, ça ne pourra pas rester Martine. Ça ne pourra pas rester Manuela. Ça va devenir Martine parce que le premier prénom, c'est obligatoirement la première chaîne de caractères du champ liste des prénoms. Hein, voilà. Voilà pour ça. Les niveaux de confiance de l'identité. Ce qui est très... donc ça, c'est assez nouveau. Il y avait des logiciels qui le proposaient, pas tous, mais maintenant, ils sont tous obligés de le proposer et vous êtes obligé de l'utiliser. C'est une exigence du RNIV. On distingue 4 statuts de l'identité. L'identité provisoire, c'est l'identité de plus bas niveau de confiance et c'est le statut d'une identité qu'on crée localement par saisie et on ne contrôle pas sa cohérence avec une pièce d'identité. Le statut de plus bas niveau de confiance. Le statut identité validé, c'est toujours cette même identité que j'ai créée localement, mais l'usager m'a présenté un document d'identité, j'ai contrôlé la cohérence des éléments présents sur le document avec ce que j'avais saisi, j'ai corrigé les fautes. Ça veut dire que j'ai contrôlé la cohérence. Hein. Quand je passe une identité au statut validé, ça ne veut pas juste dire « Ah ouais, bah, j'ai la pièce, hein, je sélectionne carte d'identité dans le menu déroulant et ça valide tout seul. » L'intérêt du statut, c'est qu'il soit de meilleur niveau de confiance, qu'on ait plus confiance dans ce statut-là. Bah, si vous faites rien de plus que de dire « Ah bah, j'ai la pièce, je sélectionne dans le menu déroulant et je mets carte d'identité », bah, il n'est pas plus il n'est pas de meilleur niveau de confiance que le statut provisoire. Donc, il y a quand même cette idée, il faut bien avoir en tête, hein, il y a contrôle de cohérence. C'est pas juste j'ai demandé une pièce, j'ai fait un contrôle de cohérence. J'insiste, mais c'est des choses que je vois sur le terrain et c'est dommage parce que derrière, ça vous empêche de qualifier, vous perdez du temps sur l'INS, etc. Bref. Et vous voyez bien que dans ces deux statuts, provisoire et validé, il n'y a pas du tout la notion d'INS. Et c'est des statuts qui existaient déjà avant hein, dans les systèmes d'information provisoire et validé. Et on a créé 2 nouveaux statuts pour intégrer la notion d'INS. Le statut récupéré, qui est un statut qu'on, maintenant, avec 3 ans de recul, on recommande de ne plus l'utiliser. On ne l'a pas supprimé du RNIV, mais on recommande de ne plus l'utiliser. Vous voyez, c'est cette nouvelle recommandation hein, qui sera présente dans le RNIV 2. On vous dit, si on n'a pas de pièce d'identité, on vous recommande de ne pas faire appel au téléservice INSI. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas contrôler la cohérence de l'INS que va vous proposer le téléservice avec l'identité de l'usager présente sur une pièce. Vous voyez ? Et c'est très important de la connaître parce que l'usager, tiens, j'ai eu un cas la semaine dernière, c'était super intéressant. J'ai assisté à un accueil d'usagers hein, dans le cadre d'un accompagnement d'établissement et la dame, donc la secrétaire lui dit elle avait appelé le téléservice INSI, elle avait la pièce d'identité, mais elle dit à la dame ah ben, quels sont vos prénoms ? Et la dame, elle lui dit Jeanne, Martine, Colette. Et sur l'INS, il y avait Jeanne, Colette, Martine. Et alors la secrétaire dit ah ouais, c'est pas dans le même ordre. Et alors là, la dame ressort sa pièce d'identité, la remontre à la secrétaire, et c'était l'INS qui avait raison, et la dame, depuis toute sa vie, elle inversait ses 2e et 3e prénoms. Donc même si, sans parler de risque d'usurpation, sans parler de ce genre de choses, il faut quand même l'usager, eh bien, il peut se tromper et avoir inversé 2 prénoms depuis le début et il n'a jamais vérifié, vous voyez par exemple. Donc ce statut récupéré, on conseille de ne plus l'utiliser. C'est un statut où on a récupéré l'INS mais où on n'a pas de pièce d'identité, donc on n'a pas contrôlé la cohérence. Le statut qu'il faut atteindre, c'est le statut identité qualifié, qui correspond bien à j'ai appelé le téléservice,
J'avais une pièce d'identité, j'ai contrôlé la cohérence. Vous vous rappelez hein, la diapo de tout à l'heure avec le plus vert. Et c'est uniquement si j'ai un statut d'identité qualifié que je peux transmettre un matricule INS et son identifiant technique. Les attributs. Mélanie, vous allez avoir la réponse tout de suite à votre question. Donc, avant de présenter les attributs, je vais lire la question de Mélanie. Nous accueillons un couple et des sœurs célibataires, donc potentiellement des homonymes. Qu'est-ce qui prime, le statut d'homonyme ou la qualification de l'INS quand tout concorde entre le document à haut niveau de confiance et la réponse du téléservice? Et on va répondre tout de suite à Mélanie. Le statut identité homonyme, donc je vous ai dit dans quel cas il pouvait être utilisé dans vos structures, je ne le rappelle pas, n'empêche ni la validation de l'identité, ni l'appel au téléservice INSI, ni la qualification de l'INS. Donc, vous n'avez pas de choix à faire, Mélanie. Vous pouvez qualifier l'INS et cocher l'attribut homonyme. Si maintenant, dans votre logiciel, quand vous cochez l'attribut homonyme, ça déqualifie l'INS, vous me faites des copies d'écran, vous m'envoyez la version de votre logiciel. Pourquoi? Parce que je peux faire à votre place une déclaration de non-conformité Ségur, parce que c'est une non-conformité. C'est le homonyme, ça peut tout à fait être coché avec une identité qualifiée. Ça n'est pas le cas des deux autres attributs, identité douteuse qu'on va utiliser si on a un doute sur l'identité de l'usager ou identité fictive qu'on va utiliser par exemple si on est dans un cas d'anonymat ou si on reçoit un patient inconscient incapable de décliner son identité, il faut bien enregistrer cette personne. À ce moment-là, on va utiliser soit douteux, soit fictif, selon le cas. Par contre, si on a sélectionné un de ces deux attributs, on ne peut pas valider l'identité, c'est bloquant. Et ça bloque aussi l'appel au téléservice INSI, c'est une sécurité. D'accord? Si j'ai un doute sur l'identité, je ne vais pas aller lui mettre de la personne qui se présente en face de moi, je ne vais pas aller lui mettre une INS pour aller alimenter un DMP, partager avec d'autres professionnels de santé, etc. Et si j'ai une identité fictive, c'est une fausse identité, donc je ne vais surtout pas appeler le téléservice. OK. Dans la version 1 du RNIV, c'était une recommandation, une recommandation système d'information, la gestion des attributs par le système d'information. On l'a transformé en exigence. C'est surtout pour vos éditeurs. Voilà. Valider l'identité. Les pièces d'identité de haut niveau de confiance n'ont pas du tout changé. Donc, c'est toujours le passeport, la carte nationale d'identité, qui est acceptée pour la France, évidemment, pour les résidents de l'Union européenne et aussi pour d'autres États qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Ils sont listés, vous voyez, l'État du Vatican, la Principauté de Monaco, la Principauté d'Andorre, la Suisse, la République de San Martin, le Liechtenstein, la Norvège, évidemment la Grande-Bretagne. On est obligé de le rajouter puisqu'elle ne fait plus partie de l'Union européenne. Le titre de séjour émis par la France. Si vous avez quelqu'un qui vous présente un titre de séjour espagnol, ça ne vous permet pas de valider l'identité. Et ce qu'on appelle les dispositifs d'identification électronique de niveau au moins substantiel, je passe là-dessus parce qu'aujourd'hui, à part l'appli carte vitale, et l'appli carte vitale, j'en parle pas encore. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore très déployée, vous ne pouvez pas l'utiliser dans vos structures, vos logiciels ne savent pas la prendre en compte. Aujourd'hui, quand le patient est présent devant vous, il n'y a pas de dispositif couramment utilisé. Je vous rappelle, c'est très important, il n'est pas nécessaire qu'une pièce soit en cours de validité pour permettre de valider une identité. On n'est pas dans le cadre de quelqu'un qui sort du territoire. Si vous avez quelqu'un qui vous présente une pièce d'identité de 1990, une petite dame de 90 ans qui vous dit « Ah non, mais moi, je ne vais pas refaire ma pièce, je ne sors plus de ma maison ou je ne sors plus de mon EHPAD, je ne vais pas aller m'embêter à aller à la mairie, demander une pièce, sachant que en France, une pièce d'identité française n'a pas de durée de validité si on reste en France, très clairement. Donc, ne vous mettez pas une contrainte supplémentaire en disant « Moi, je vais valider que si j'ai une pièce en cours de validité. »
vous imposez à l'usager quelque chose qui n'est pas réglementaire, et deux, vous mettez une contrainte et vous allez encore diminuer votre taux de qualification. Donc, il faut qu'on soit pragmatique, on ne met pas des règles supplémentaires sans pertinence. Hein, si après vous vous dites, bon, moi je suis dans un territoire où il y a beaucoup d'usurpation d'identité, je veux absolument regarder la tête, etc., vous pouvez, c'est justifié, mais si ce n'est pas justifié, s'il n'y a pas de risque, à vous de juger de votre risque, ne mettez pas des contraintes supplémentaires. On a intégré de nombreux cas particuliers qu'on a vraiment détaillés pour permettre, pour gérer les cas particuliers, prendre en compte, excusez-moi, certains cas particuliers, les personnes âgées, l'aide sociale à l'enfance, etc., etc. Un point d'attention pour le mineur, on accepte maintenant le document de circulation pour étrangers mineurs avec photo, c'est celui qui a été produit depuis 2019. Ceux d'avant 2019, ça s'appelait pas des documents de circulation, ça s'appelait des titres d'identité républicains. Ça, c'est plus valable, hein, c'est même plus légal, donc ça, on ne le prend pas. Les personnes détenues, on est en train de travailler avec le service d'insertion, avec la direction de l'administration pénitentiaire, mais bon, les travaux avancent pas trop vite, pas que de leur faute, hein, de notre faute aussi, parce qu'on manque un peu de temps. Pour l'instant, sur la personne détenue, prenez pas trop de risques, cochez douteux, n'appelez pas le téléservice, sachant que ça, vous avez le droit de l'exclure de votre dénominateur. Hein. Et je passe sur, vous lirez la diapositive tranquillement. On a, une fois qu'on a récupéré l'INS, c'est pas juste pour faire beau, calculer un taux de qualification et la garder bien au chaud dans notre référentiel d'identité. Cette INS, on la diffuse à nos outils métiers, hein, nos logiciels, le labo, la radio, le DPI, etc. Et si on imprime un document avec de la donnée de santé, on doit l'imprimer. La version du RNIV, là, à apparaître, précise bien les traits qui doivent être obligatoirement imprimés en distinguant la première page, en distinguant les pages suivantes, parce qu'autant sur la première page, on a besoin d'avoir quelque chose de très complet, autant sur les pages suivantes, il suffit peut-être d'avoir, il suffit d'avoir l'identité minimum renseignée par exemple en pied de page, hein, juste en rappel pour ne pas prendre de place, et les traits présents sur les étiquettes, hein, des étiquettes qu'on prendrait pour identifier des tubes au laboratoire, par exemple. Ici, 2 exemples, je vous laisse en prendre connaissance. Hein, et ici, vous voyez qu'ici, ça a un petit peu changé. Sur vos data matrix, peut-être encore, si vos logiciels n'ont pas évolué, vous avez INS non signé. Et cette notion, elle n'était pas très compréhensible, elle est remplacée maintenant par INS à scanner. Et si jamais vos éditeurs de logiciels ne l'ont pas remplacé, bah, il faut les contacter pour leur dire de remplacer. Alors, il y a une question d'Aurélie. Le renseignement de l'attribut de l'identité est-il obligatoire? Quand vous créez une identité, pas du tout. Vous ne le renseignez que si vous avez un douteux. Alors, vous pouvez dire, c'est une recommandation pratique professionnelle de renseigner l'attribut quand on est dans le cas de figure, c'est une recommandation pratique professionnelle. Ça veut dire qu'on vous recommande de le faire si vous avez un douteux, si vous avez un fictif ou si vous avez un homonyme, on vous recommande, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et informatiquement, évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire. Alors, le téléservice INSI, rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ce téléservice INSI, il nous permet de faire 2 opérations, de récupérer l'INS et de vérifier l'INS. Pour accéder au téléservice, il faut être authentifié, soit par une carte CPX, CPS pour les professionnels de santé, CPE pour les personnels d'établissement, soit par un certificat serveur. Pour récupérer l'INS, on a aussi 2 solutions. Soit on lit automatiquement la carte vitale et c'est les données de la carte vitale qui vont interroger le téléservice, et on va voir après comment ça fonctionne. Soit on saisit les traits, on utilise les traits saisis dans notre système d'information pour pour interroger le téléservice. Les traits à renseigner à minima sont le nom de naissance,
le premier prénom, ça c'est une recommandation du GRIV, hein, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. Je dis c'est une recommandation du GRIF parce que dans le guide d'implémentation du GIE Sésame Vital, il est indiqué un des prénoms. Mais nous, on a fait des tests et on a remarqué que si on ne mettait pas le premier, eh ben, c'était compliqué, on avait des réponses, aucune identité trouvée, etc. Donc, vous renseignez le premier prénom. Et qu'est-ce que, si il n'existe qu'une seule identité dans la base nationale de référence, le téléservice vous retourne une INS complète avec tous les éléments. On recommande, si possible, de privilégier l'utilisation de la carte vitale. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de problèmes et on a plus de retour du téléservice. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Parce qu'en fait, quand moi je vous parle de base d'identité de référence, c'est pour simplifier. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une base. Il y a plusieurs bases hein, qui sont gérées par des organismes différents. Le RNIPP, c'est géré par l'INSEE. Le SNGI, Système national des identifiants, c'est géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et qu'il y a des descentes d'informations, alors les deux bases évidemment sont synchronisées, une fois par jour, et que le SNGI alimente d'autres bases d'identité. La dernière étant le référentiel individu qui est géré par l'assurance maladie, hein, par la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que ce fameux RFI là, il contient que les assurés du régime général de la sécurité sociale. Le SNGI, lui, il contient toutes les identités de tout le monde. Il est à l'identique du RNIPP. Le RNIAM, il contient tout le monde. Mais lui, le SNGI, le RFI, excusez-moi, vous voyez, il y a une descente d'informations, mais que pour les assurés du régime général et des régimes hébergés au régime de la sécurité sociale. Or, on a au moins deux gros régimes qui ne sont pas hébergés. La MGEN pour les enseignants et la MSA pour les agriculteurs. Vous voyez ? Et du coup, quand j'interroge mon téléservice par carte vitale, dans la carte vitale, il y a le régime. Donc, le téléservice, j'insère ma carte vitale, il lit le régime, il dit « Ah, c'est un usager du régime général, j'interroge le RFI. Ah, c'est un régime non hébergé, j'interroge le SNGI. » Et du coup, ça marche mieux. Et en plus, par carte vitale, il utilise le NIR bénéficiaire pour rechercher, en plus, le téléservice. Alors que vous, par lecture des traits, vous allez utiliser le nom, le premier prénom, la date de naissance, le sexe, plus ou moins le lieu de naissance qu'on ne recommande pas de saisir en première intention. Donc, du coup, vous avez moins d'informations. Si vous si vous appelez par saisie des traits, le téléservice, il interroge tout le temps le RFI, et s'il n'a pas de résultat au RFI, il interroge le SNGI. Du coup, c'est un petit peu plus complexe parce que ici, on peut avoir des homonymes ou plusieurs patients, enfin, etc. Tout ça, on le voit bien dans les modules M3 et on le détaille aussi un peu dans M1. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Je ne vais pas aller plus loin. Mais croyez-moi sur parole, si vous pouvez appeler par lecture de la carte vitale, vous récupérerez plus d'INS que si vous appelez par saisie des traits. Voilà. Après, il y a le deuxième la deuxième opération offerte par le téléservice INSI, c'est l'opération de vérification. Alors, pour l'instant, on ne la met pas vraiment en œuvre. On doit la faire périodiquement, tous les 4-5 ans, pour vérifier les INS qu'on a dans les bases. Je pense que personne n'a encore lancé cette opération de vérification en masse, mais on doit aussi la faire si on reçoit par flux une INS d'un autre professionnel de santé par rapport aux bases de référence. Et encore ça va peut-être changer parce que comme cette opération de vérification n'est concluante que si la personne est assurée sociale en France, il est plus que probable que pour la vérification de l'INS transmise par un autre professionnel, on va demander de faire appel à l'opération de récupération. Là, on est en plein travail avec le ministère de la Santé là-dessus. Donc, pareil, hein, pour cette opération, il faut être authentifié. Voilà. Et si jamais vous avez un doute sur le fonctionnement du téléservice INSI, vous avez un site internet, hein, je vous ai mis le lien ici, du GIE Sésame Vital,
qui vous informe. C'est opérationnel, c'est pas opérationnel, il y aura une mise à jour, etc. Donc, vous avez un doute, c'est lent, ça répond pas, bah, n'hésitez pas à aller voir sur ce site et puis de suite, bah, si vous voyez c'est rouge, nous avons des problèmes au téléservice, c'est pas la peine de vous dire mon logiciel marche pas, je vais faire un ticket éditeur, etc. Ça peut être des informations intéressantes. Alors, on passe vite parce que je suis en retard, j'ai trop parlé comme d'habitude. Le projet, mettre en œuvre le projet INS. On va aller vite quand même là-dessus parce que j'espère que vous l'avez tous mis en œuvre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ça, hein, s'il y a un truc à retenir, c'est ça, c'est oui, c'est un projet technique, il faut mettre la nouvelle version, il faut modifier les interfaces, ok. C'est pas ça le problème. C'est un projet organisationnel. Et en organisationnel, il faut organiser, il faut former, il faut revoir les procédures. Et puis, revoir les procédures, c'est pas juste, bah, je vais rajouter INS. Hein. Vous avez un outil qui a évolué, qui avait peut-être pas de statut, qui maintenant a des statuts. Vous avez des attributs que vous aviez peut-être pas. Revoir vos pratiques et revoir vos procédures, ça veut aussi dire vous réinterroger. Ah ben, avant, je faisais comme ça. Est-ce qu'il faut toujours que je fasse comme ça? J'ai un exemple. Avant, on n'avait pas les attributs. Donc, on avait dit, bah, dans le champ autre prénom, on va mettre identité provisoire. Comme ça alertera les secrétaires, comme quoi le patient n'a pas présenté sa pièce d'identité, parce qu'on n'avait pas les statuts comme il fallait. Et comme ça, la secrétaire, elle pourra aller voir le patient en disant, monsieur, c'est bien, présentez-nous votre pièce d'identité. Maintenant, j'ai l'attribut et j'ai le statut provisoire et puis j'ai un carré rouge. Ben, je vais arrêter de mettre identité provisoire dans le champ liste des prénoms, hein, puisque le champ liste des prénoms, maintenant, c'est un champ de l'INS. Il ne faut pas que je mette autre chose que la liste des prénoms. Donc, réfléchissez, ce n'est pas un projet technique. Et si vous avez eu cette réflexion, si vous avez travaillé sur la formation des professionnels, vous allez améliorer votre taux de qualification. Donc, le système d'information, tout ça, on va passer parce que ça marche. Le juridique, ok. Ce qui est important, c'est ça, quoi. Hein. C'est l'identito-vigilance, votre projet organisationnel. Vous voyez ici qu'on vous aide par les modules de formation, par tout ce qu'on vous propose au niveau du GRIV. On a des fiches pratiques, on a pas mal de choses pour vous aider, mais n'hésitez pas, appuyez-vous dessus. Réfléchir aux organisations et aux pratiques. Je ne vais pas aller tout dans le détail ici, mais si je dois aller sur 2 points, c'est ne faites pas appeler le téléservice INSI par des personnes qui ne sont pas professionnels de l'accueil et qui interviendraient dans des structures d'accueil non programmé, les urgences, les soins critiques, l'obstétrique, etc. Vous le traiterez en back-office avec des gens qui auront le temps, qui seront des professionnels formés. L'aide-soignante, elle va créer l'identité. Entre-temps, il faut qu'elle aille prendre une constante. C'est pas son cœur de métier, elle n'est pas formée. Donc, non, organisez-vous pour mettre un back-office. De toute façon, vous vérifiez ces choses qui sont créées en heure de permanence des soins pour la facturation. Bah, profitez-en pour vérifier l'identité. Et de toute façon, le back-office, si vous voulez atteindre 80% de taux de qualification, vous ne pouvez pas vous en passer. Parce qu'il faudra traiter les cas de discordance, les cas complexes, reprendre les cas aucune ou plusieurs identités trouvées, que vous aurez plus fréquemment si vous êtes sur une interrogation du téléservice par ces idées traits d'identité. Voilà. La formation du personnel, donc franchement, hein, j'insiste, c'est la clé de la réussite. Réfléchir aux organisations, mettre en place votre cellule opérationnelle d'identito, former votre personnel, pas seulement ah ben tu vois maintenant il y a un nouveau bouton, il faut appuyer dessus. Non, tu vois maintenant il y a les statuts et la pièce d'identité, tu vas la sélectionner dans le menu déroulant que quand tu auras fait ton contrôle de cohérence. Et maintenant, pour chercher une identité dans le système d'information, eh ben, on met la date de naissance en premier. Avant, on te demandait d'enlever les tirets et les apostrophes et de les remplacer par des espaces. Mais non, maintenant, ça a changé. Il faut les conserver. Tout ça, ça s'écrit dans les procédures. On est d'accord, mais vous savez très bien que si on ne forme pas les gens, c'est pas très efficace juste d'avoir modifié la procédure. Bon, j'espère que je vous ai convaincu. J'en ai fini. Je sais qu'on a pas mal de succès hein, sur les webinaires du GRIF, je vous en remercie. Et puis, on a ouvert nos webinaires et nos parcours de référents à toutes les régions. Je voulais vous remettre en visibilité, pour ceux qui ne sont pas de PACA, le nom et l'identification de vos référents régionaux en identito-vigilance. Alors,
il y aura une nouvelle mise à jour de ce document, mais vous avez un lien. Là, vous voyez, normalement sur le support, vous devez avoir un lien. Non, on vous mettra le lien avant de vous envoyer, de mettre le support sur l'espace collaboratif Grive. Et vous avez, avec le lien, vous avez toujours la version bien à jour. Voilà. Comme d'habitude, à la fin du support, vous aurez toute la documentation que propose le Grive à disposition, la documentation du Grive, la documentation du Trois-Rives, beaucoup de supports de formation un petit peu ludique, les quiz, les serious games, la cocotte, les affiches, encore les affiches, enfin, on vous a mis pas mal de choses. Les petits outils de e-learning de l'ANS qui sont pas mal, ça dure entre 1 minute 30 et 2 minutes chaque module, donc n'hésitez pas à y aller entre deux. Encore des outils de com. Et après, pour en terminer, donc le questionnaire d'évaluation des connaissances, vous allez recevoir le lien. Participation obligatoire si vous êtes dans le module référent. Vous allez aussi recevoir un questionnaire de satisfaction sur la formation. Il n'y a pas beaucoup de questions, hein, il y en a 4-5. Si vous pouvez y répondre, nous, ça nous aide à nous améliorer, à faire évoluer nos webinaires. Si vous pouvez vous inscrire individuellement au prochain webinaire, nous, ça nous arrange et ça vous permet aussi de recevoir plus rapidement vos attestations de présence, parce que si vous êtes inscrit individuellement, elles sont générées automatiquement. Par contre, vérifiez bien votre identité quand vous vous inscrivez, de ne pas faire d'erreur vous-même d'orthographe dans votre nom-prénom, parce que du coup, l'erreur sera reportée sur l'attestation. Si vous n'êtes pas inscrit individuellement, forcément, nous, il faut qu'on les fasse à la main, donc ça prend du temps et vous ne les aurez pas tout de suite. Ici, on a un problème sur cette diapo, on mettra à jour parce que le lien vers le catalogue de formation, c'est semestre 1 et pas semestre 2, donc ça ne va pas. Voilà. Et pour terminer, nos prochains webinaires, vous avez les liens des webinaires de septembre-octobre. Écoutez, j'ai tenu le pari, j'ai juste 1 minute de retard, je suis très fière de moi parce que c'est toujours un petit challenge pour moi parce que je suis passionnée par ce que je dis. J'ai toujours envie de vous transférer plein d'informations et du coup, c'est difficile de respecter le temps. Voilà, merci à tous de votre confiance, de votre assiduité sur nos webinaires. Écoutez, oui, dès que le RNIV2 sera paru, on fera un webinaire spécial. Il ne sera pas programmé, on ne va pas le planifier parce qu'on ne sait pas quand ça va paraître. Donc, on ne va pas planifier pour déplanifier. Mais on vous fera un petit webinaire spécial de présentation de façon détaillée des évolutions. Et par contre, on diffusera via notre liste de diffusion. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste de diffusion, allez sur le site internet, vous utilisez le formulaire de contact du Grive et vous demandez à être inscrit à la liste de diffusion. Je m'arrête là. Je vous souhaite à tous un excellent appétit. Je vous dis à bientôt et merci encore à vous tous. Au revoir.